On va parler de cette autre guerre, de cette offensive russe. Vladimir Poutine a visiblement décidé de lancer une grande partie de ses troupes pour prendre le plus de terrain possible avant d'éventuelles négociations. On en parlera dans un instant. Et notamment vis-à-vis de l'arrivée au pouvoir d'un certain Donald Trump. C'est particulièrement le cas, Laura, dans l'est de l'Ukraine, le Donbass, où 150 000 soldats russes auraient été mobilisés. Une situation critique pour les Ukrainiens et une information d'ailleurs qui nous vient de Kiev. Tout à fait, c'est Nazar Voloshin, Christophe, porte-parole de l'armée ukrainienne dans la zone, qui donne ce chiffre et la répartition de ses forces. Selon lui, ces 150 000 hommes sont répartis dans seulement 3 directions. Il serait plus de 70 000 vers Pokrovsk, environ 35 000 vers Kourakove, 40 000 vers Vremivka, ici, dans le sud, près de la frontière des oblasts de Donetsk et de Zaporijjia. Ces 3 directions que vous voyez ici, ce sont les 3 points chauds du Donbass actuellement, ceux où les Russes mettent le plus de pression pour percer les défenses ukrainiennes. Voilà plusieurs mois, vous le savez, qu'ils sont à moins de 10 km de Pokrovsk. À Kourakove, ils sont entrés dans certaines parties de la ville. Et à Vremivka, les combats se sont intensifiés ces derniers jours. En face, les Ukrainiens sont en position défensive. Ce que l'on sait, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils ne communiquent pas sur leurs propres effectifs. À titre d'exemple, d'après les informations de Solène Rioux, notre reporter en Ukraine, sur le front de Pokrovsk, le rapport de force serait actuellement de 1 à 8, un soldat ukrainien pour 8 soldats russes. Et on sait en plus, Laura, ça peut être un problème d'ailleurs pour Kiev, que la gestion des effectifs, on va dire ça comme ça, sur le terrain, n'est pas la même entre Kiev et Moscou. Pas du tout, Christophe. Selon les témoignages des soldats ukrainiens sur le terrain, les Russes procéderaient selon une tactique particulièrement meurtrière, l'envoi de petits groupes de 3 à 5 soldats couverts par l'artillerie pour creuser des tranchées près des positions ukrainiennes. Une stratégie qui porte un nom funeste sur le front, le hachoir à viande. On tue les 3 qui attaquent, puis les suivants, et après 3 jours d'efforts, ils perdent peut-être 10 soldats. Mais leur artillerie nous fait reculer, résumé cette semaine, un officier ukrainien engagé non loin de Kourakove à nos confrères de l'AFP. Conséquence, un nombre de morts très élevé pour Moscou. D'après une analyse de l'ISW, les Russes perdraient actuellement 53 hommes par kilomètre carré de territoire saisi. Conséquence aussi, un recul des Ukrainiens face à cette poussée en continu. Rien que pour le mois de novembre, ils ont perdu 725 km² de territoire, toujours selon l'ISW. Consciente de sa faiblesse numérique, l'Ukraine a annoncé fin octobre la mobilisation de 160 000 hommes supplémentaires dans les mois à venir. En face, le ministère de la Défense russe a fait savoir que 300 000 nouvelles recrues devaient être déployées sur le terrain ukrainien en 2025. Merci beaucoup, Laura. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va parler de paix dans un instant, qui est souhaitée, voulue, ou en tout cas de négociation par l'Ukraine aujourd'hui et ses alliés. D'abord un point, Arthur Königsberg, sur cette situation. Ça paraît totalement inégal. Est-ce qu'on peut dire que Vladimir Poutine a décidé de mettre le paquet pour ce qu'il reste encore de temps de combat ? Oui, ça paraît inégal, mais l'inégalité sur le front, elle existe depuis le 24 février 2022. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, effectivement, c'est que les Russes essayent de pousser véritablement sur le front avec cette perspective de négociation que vous mentionniez. Mais ces derniers jours, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a du mal à avancer comme elle a pu avancer début novembre. C'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Qui va jouer. Évidemment, la météo. Parce que les Russes procèdent par l'artillerie. Et ensuite, avec des drones, ils arrivent à voir ce qu'ils ont réussi à toucher et après, ils envoient les soldats. Mais ces derniers jours, les conditions météo font que les Russes n'arrivent pas à voir ce qu'ils arrivent à toucher et donc ils envoient des soldats un peu dans l'inconnu et donc ils accusent d'immenses pertes. Et ce qu'on voit, c'est que aussi le moral des Russes... Ça sera en attendant que les sols soient totalement gelés et effectivement... Et qu'il y ait la fameuse Rasputitsa et cette... repartir à l'offensive quand les sols seront durs. Et cette mer de boue qui va certainement déferler encore cet hiver sur l'Ukraine et qui va empêcher l'avancée des véhicules sur le front. Mais il y a une donnée assez intéressante. Le Kremlin dit qu'il table sur 300 000 soldats russes en 2025. Ces dernières semaines, on voyait que le Kremlin était capable de recruter à peu près 1000 soldats par jour. Aujourd'hui, c'est 600. C'est-à-dire qu'on voit un net recul de la mobilisation
russe, malgré les efforts financiers conséquents du Kremlin, avec les soldes qui triplent, avec notamment le Kremlin qui s'engage à rembourser les dettes de près de 96 000 € contractées par des citoyens russes qui s'engageraient dans l'armée russe. Donc malgré cette attractivité financière que recherche le Kremlin, la mobilisation des Russes, actuellement, n'est pas là. D'où l'appel à une main-d'œuvre extérieure, même si ça représente quand même peu de combattants. Alexandra Saviana, il y a quand même, à terme, si cette guerre ne trouve pas une fin rapide, ou en tout cas un début de négociation, quelque chose qui est totalement différent en hommes et en matériel entre les Ukrainiens d'un côté et entre les Russes de l'autre. 150 000 soldats massés. Même s'ils en perdent un quart ou la moitié, ça fera toujours plus que ce qu'il reste d'Ukrainiens pour défendre les positions de l'autre côté. Les Russes ont l'avantage de la masse et quelque part ils ont aussi l'avantage du calendrier parce qu'on a un homme qui s'appelle Donald Trump qui va arriver au pouvoir le 20 janvier, qui va reprendre ses fonctions à la Maison-Blanche. Donald Trump qui n'envisage pas de donner la même aide à l'Ukraine, en tout cas jusqu'à présent. Il l'a dit que Joe Biden. Donc en fait, l'Ukraine risque de se retrouver avec un soutien évidemment amoindri, un soutien également financier, un soutien en armes. Donc effectivement, ils vont peser de moins en moins face aux géants russes. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un conflit qui est contraint dans le temps par cette échéance-là, du 20 janvier, et de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. C'est ça, vraiment, la question, plus que n'importe quelle autre temporalité. David Rigoulet-Rose, masser 150 000 soldats sur un front, c'est pas pour rien. Est-ce que c'est juste pour tenir ces engagements que fait Vladimir Poutine? Parce que c'est ce qu'il a promis d'ailleurs aux Russes, hein. Il dit « je récupérerai ces territoires ». Ils sont déjà russes d'ailleurs par décret, puisque c'est ce qu'il a également décidé. Ou c'est un pression sur Kiev et peut-être sur les Américains ou sur nous Européens en disant il serait bon de négocier avant que je lâche une grosse partie de mes troupes. Les deux, parce que de toute façon il veut finaliser la conquête des oblasts qui est pas totale. Il veut aller jusqu'au bout, selon vous? Oui, il les a annexés, mais il a annexé le principe de l'oblast. Mais il y a des morceaux qui échappent encore, donc de toute façon. La terre. Comment? Pas la terre. Oui, c'est ça. Donc il veut parachever cette conquête, avec l'idée effectivement d'imposer, d'acter, de faire acter sa réalité justement dans le cadre d'une négociation à venir, en sachant qu'effectivement Donald Trump. Mais le paradoxe, c'est que elle est aussi souhaitée par les Ukrainiens, qui sont exsangues. Et le déficit de recrutement, il vaut particulièrement du côté de Zelensky. C'est pas forcément un hasard si Zelensky a exprimé le fait que... Il a multiplié, même, vous pouvez dire, les déclarations ces derniers temps. Parce qu'il sait que sa population, elle est épuisée. Le nombre de morts est évidemment pas officiel, mais les pertes ont été énormes. Et le pays est exsangue. Donc il sait très bien qu'il faut... là aussi, il y a des arbitrages à faire. Il sait que, de toute façon, il ne pourra pas reprendre tel quel aujourd'hui ce qui a été perdu. Donc l'idée, c'est d'obtenir des garanties de sécurité dans le cadre d'une négociation qui c'est inéluctable pour justement ne pas être en situation d'avoir des conquêtes supplémentaires, en fait. Et de donner des gages à Donald Trump en disant qu'il fait preuve de bonne volonté, mais qu'il attend au minimum, quand même, qu'on lui assure un certain nombre de garanties qui, pour l'instant, n'existent pas. Donc c'est très compliqué pour Zelensky. C'est pas simple pour Poutine, parce que le prix à payer était quand même très lourd. Mais évidemment, du côté ukrainien, il y a le principe de réalité qui commence à s'imposer. Alors vous allez voir justement, je vous laisserai la parole juste après, Xavier, que le principe d'un accord, d'une discussion, on ne parle même pas de paix encore, est acté, que ce soit chez les alliés de l'Ukraine, nous-mêmes. Le principal de ces alliés, vous en avez parlé, les États-Unis et surtout du côté de Donald Trump, mais également du côté de la Russie. Le dernier à en avoir parlé, c'est le président polonais. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron se rendra demain à Varsovie. Il devrait discuter de cet avenir de l'Ukraine et des solutions de paix. Regardez ce sujet signé Camilla Campuzano. Il est déterminé à rouvrir le dialogue. Le Premier ministre polonais veut relancer rapidement les négociations entre Kiev et Moscou.
Notre président sera co-responsable, entre autres, de ce que sera le paysage politique, de ce que sera la situation pendant les potentielles négociations de paix. Même s'il y a encore des points d'interrogation, elles commenceront peut-être en hiver cette année. La Pologne prend la présidence tournante de l'Union européenne. L'occasion pour cet allié de l'Ukraine de peser dans les discussions. Donald Tusk va recevoir Emmanuel Macron demain à Varsovie pour en discuter. Le chef de l'État français qui a organisé une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump le week-end dernier lors de leur voyage à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Le président ukrainien dévoile la teneur de leur conversation. Une fin diplomatique de la guerre permettra de sauver davantage de vies. Et c'est ce que nous voulons. Mais j'ai insisté auprès du président Macron et du président élu Trump. Vous verrez que Poutine ne veut pas que cette guerre se termine. Il faut donc le forcer à la paix. Il ne peut être forcé que si l'Ukraine est forte. La Russie, de son côté, semble déjà poser ses conditions. L'opération militaire spéciale prendra fin lorsque tous les objectifs fixés par le président et le commandant en chef auront été atteints. Ces objectifs peuvent être atteints à la suite de l'opération militaire spéciale ou à la suite de négociations pertinentes. La voie diplomatique a privilégié également pour Donald Trump, le futur président américain qui veut réduire l'aide à l'Ukraine. En attendant son accession à la Maison-Blanche, Joe Biden, lui, accélère et débloque comme promis 20 milliards de dollars financés par les intérêts des avoirs russes gelés suite aux sanctions. On va partir en Ukraine, retrouver Solène Rioux et Pauline Normand. Elles sont à Izium. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez rencontré des soldats. Alors vous allez voir, il y a de sons de cloche. Vous avez une population qui se laisserait peut-être par usure, après 3 ans de guerre, tenter par, non pas la paix pour le moment, mais par des négociations. Et puis, Solène, il y a ces soldats que vous avez rencontrés et eux, pas question d'abdiquer, pas question d'arrêter de se battre et de laisser un pouce de sol ukrainien aux Russes. Alors les militaires ukrainiens sont beaucoup plus tranchants. Avec Pauline Normand, en presque 3 semaines, on a fait tous les fronts. On a été au sud au niveau de Zaporizhzhia, on a été à l'est à Pokrovsk et là on revient tout juste justement d'une nuit passée sur le front de Kharkiv. Et je peux vous dire qu'à l'unanimité pour les soldats ukrainiens, c'est ce qu'on entend, c'est pas de négociation. Nous ce qu'on veut c'est la victoire. Et quand les soldats ukrainiens parlent de victoire, ça veut dire récupérer l'intégralité du territoire. Hors de question pour eux de céder ne serait-ce qu'une once de territoire à Vladimir Poutine, car leurs frères d'armes ont versé leur sang pour défendre leur territoire parce qu'eux-mêmes risquent leur vie chaque jour. Mais c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de se poser la question, est-ce que ça n'est pas aussi une posture? On sent qu'ils sont extrêmement fatigués. Après près de 3 ans de guerre, on voit leurs cernes, on sent la lassitude dans leurs yeux, on voit que le manque de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants commence à extrêmement leur peser. Mais c'est vrai aussi que, vous savez, la résilience ukrainienne dont on parlait tant au début de la guerre, eh bien elle est toujours là et en particulier dans le rang de ces soldats ukrainiens. Merci beaucoup Solène, merci à Pauline Normand qui vous accompagne. Alors oui, on peut les comprendre, c'est très intéressant ce que dit Solène, Xavier, parce qu'il y a la posture, on ne voit pas un militaire ukrainien dire oui, bien évidemment, on va donner à la Russie 20% de notre territoire alors que nos camarades sont morts. Ouais, mais il y a quelques mois, on avait des avis contraires. On avait des militaires ukrainiens qui disaient que c'était... Il y en a toujours, on a toujours des sonores, mais bon. C'était pas tenable, et eux, ils étaient les pieds dans la boue, l'arme à la main, à se battre contre les Russes. C'est très intéressant ce que raconte Solène. Alors effectivement, c'est pas un sondage, c'est juste les militaires qu'elle a rencontrés sur plusieurs fronts. Mais effectivement, il y a toujours, je pense, en Ukraine, une volonté de se défendre face aux Russes, en quelque sorte de bouter les Russes hors de l'Ukraine. Aujourd'hui, d'un point de vue militaire, ça paraît totalement impossible. Mais ceci dit, freiner les Russes le 24 février 2022, ça paraissait aussi totalement impossible. Alors, des négociations... 3 ans de guerre, 3 ans d'usure, Xavier. Christophe. Un peu de réalisme. Des négociations vont forcément s'ouvrir, on verra à quel moment. Mais ce que l'on comprend, c'est qu'il n'y a personne avec qui négocier. Zelensky est prêt à négocier, Trump est prêt à cornaquer les négociations pour que ça se termine et qu'il arrête de payer. Donald Trump est prêt sous votre contrôle à tordre des bras, que ce soit celui de Poutine ou de Zelensky. Les Russes ne veulent pas négocier.
Ils veulent conquérir tous les oblasts, et puis demain, on a entendu le porte-parole, dans quelques mois ou dans quelques années, marcher sur Kiev, parce qu'ils ne tolèrent pas qu'il y ait une république libre, indépendante, qui s'appelle l'Ukraine, qui, pense-t-il, leur a toujours appartenu, qui fait partie des pays frères de l'ex-Union soviétique et qui leur échappe, et qui en plus donne un exemple de possibilité de démocratie, même s'il reste de la corruption, même si rien n'était parfait en Ukraine avant l'invasion russe, bien évidemment, mais qui donne un exemple aux Russes. Les soldats russes, quand ils ont débarqué dans les premiers villages qu'ils ont pris le long de la frontière en marchant vers Kiev, ils étaient étonnés par les conditions de vie des Ukrainiens. Je sais pas, tout le monde s'en souvient de cet étonnement des soldats russes qu'on a diffusé sur nos antennes d'ailleurs, en disant « Ah, ils ont des télévisions, ah, ils ont des jolies maisons, ah, ils ont à manger », même ça allait même jusque-là. Donc cet exemple-là, pour Vladimir Poutine, il est insoutenable. Donc il faudra réduire l'Ukraine, donc il ne veut pas négocier. Peskov disait encore ce matin que les négociations étaient impossibles parce que la ligne destructrice du régime de Kiev, je le cite, excluait totalement une résolution pacifique. Donc voilà avec qui vont parler Zelensky, Trump, Macron. Quand vous entendez et les Polonais, Premier ministre polonais. Alors certes, les Polonais prennent la demain avec Macron. D'ailleurs, ils vont avancer sur des choses extrêmement précises. Oui, non, mais on est d'accord. Par exemple, les 40 000 hommes qu'il faudra mobiliser en Europe pour garder on va l'appeler la zone tampon entre l'Ukraine et les conquêtes territoriales russes. Ça va être extrêmement précis. Tout le monde avance. Le seul qui n'avance pas aujourd'hui, à part essayer d'avancer sur le terrain avec 150 000 hommes, s'ils y sont, c'est Vladimir Poutine. Alors, juste, je vous laisse la parole. Je voudrais qu'on retrouve Jérôme Garraud. Il a pu se rendre, mais du côté russe, cette fois, à Koursk, en pleine offensive. Koursk, d'ailleurs, reprise par les troupes de Moscou récemment. Écoutez ce témoignage. Bonjour, oui, nous étions hier tout à côté de Plurava, dans un village repris par l'armée russe il y a une semaine, un village quasiment détruit, vraiment avec la plupart des maisons éventrées ou complètement à terre. Alors pour se rendre jusque-là, les armées passent souvent par les bois, ce qui est assez difficile en réalité parce qu'il y a encore énormément de boue. Il fait froid en ce moment dans cette partie de la Russie, mais pas suffisamment froid pour que le sol gèle. Donc c'est très compliqué de passer, c'est quasiment impossible d'ailleurs pour des blindés. Et nous étions dans la forêt et on croisait régulièrement des grappes de soldats juchés sur des buggy, des quads pour pouvoir se rendre jusqu'au front. Tant que vous êtes en forêt, dans les bois, vous êtes relativement à l'abri des drones. C'est l'une des grandes craintes des militaires. Mais une fois dehors, lorsqu'il faut s'approcher des villages, c'est là que ça devient très dangereux. Alors on a pu nous parler à des soldats russes qui s'étaient réfugiés dans la cave d'une maison détruite et eux nous disaient constater que les combats s'intensifient, que ça s'accélère. Et c'est une chose qui est assez palpable quand vous êtes là-bas. Vous entendez en permanence l'artillerie russe qui tonne. On sent qu'il y a toute cette logistique en train de se mettre en place progressivement autour de la ville de Soudja, toujours aux mains de l'armée ukrainienne. Merci beaucoup Jérôme. Oui, parce qu'il y a ce front à l'est dont nous parlait Laura tout à l'heure, où Moscou aurait, selon les Ukrainiens, massé 150 000 soldats. Mais il y a Koursk. Pendant quelque temps, on a dit que ça pourrait être une monnaie d'échange, une pression de la part des Ukrainiens, ce petit bout de terre encore en territoire russe. Mais non, là aussi, on sent que Moscou veut faire table rase avant de négocier. Oui, bien sûr, mais c'est parce que je pense que l'objectif ukrainien de prendre une partie de la région de Koursk n'était pas forcément dans le but des négociations, mais était surtout militaire, était de fixer environ 50 000 soldats ça n'a pas fonctionné. Sur cette région. Ça a évité une offensive dans le sud, sur Mykolaïv notamment. Mais effectivement, le Kremlin a véritablement envie de résoudre cette question de la région de Koursk avant de potentielles négociations. Mais pour revenir à la posture russe sur ces négociations, Lavrov a été très clair. Il dit que geler le front ou l'arrêt des combats sur les lignes actuelles du front, pour les Russes, c'est inacceptable. Et mais est-ce que ce n'est pas une posture ? Parce qu'on parle de la posture de Zelensky. Il y a la nôtre, bien évidemment, mais ce que disent les Russes, oui, très bien, on verra. On n'en est même pas encore au début de la négociation. Heureusement pour eux, d'ailleurs, qu'ils ne se couchent pas dès maintenant, parce que sinon... Bien sûr, mais les Russes se sont auto-tendus 2 pièges. Le premier, il est constitutionnel. Comme vous l'avez rappelé, par décret et par des référendums truqués, ils ont annexé 4 oblasts du Donbass qu'ils ne contrôlent pas actuellement. Ils ont besoin, constitutionnellement, de reprendre ce territoire pour montrer que la Russie contrôle
Politiquement, ces territoires. Sinon, la constitution russe est défaillante. Sinon, l'État russe est défaillant. Le deuxième piège qui se tendent, mais ça depuis des années, c'est qu'ils s'auto-intoxiquent avec leur propagande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit ces derniers jours le complexe militaro-russe et les penseurs stratégiques du Kremlin paniquer devant de potentielles négociations en disant qu'un recul russe signifierait une défaite comme celle de 1991 et la chute de l'Union soviétique. Les Russes en sont là. Tout dépend, David Rigoulet-Rose, comment vendra ces négociations Poutine à son peuple. On sait qu'il est très fort. Oui, mais ça, à la limite, c'est peut-être moins difficile pour lui que de négocier avec l'extérieur. Parce que la population russe, aujourd'hui, elle a intégré la guerre sur la durée. Alors, il y a toujours, évidemment, des mécontentements. Mais je pense que la difficulté pour Vladimir Poutine, enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'il ne veut pas une nouvelle mobilisation, ça c'est sûr, c'est clair. Mais ça va être quand même d'intégrer un affaiblissement géopolitique et qui est aussi. Là, on retrouve la connexion avec le Proche-Orient. Avec ce qui s'est passé notamment en Syrie. C'est pas du tout anodin. Ils sont en position de faiblesse. Et ça jouera dans les négociations. Et ça jouera dans les négociations. beaucoup.